Il est 10 heures, je vous propose de démarrer. Je vais lancer l'enregistrement. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré à l'emploi accompagné. Webinaire proposé par les partenaires du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés Île-de-France, l'ARS, la Directe, la GFIP et le FIPHFP. Avant de démarrer, voici quelques informations pratiques. Un temps de questions-réponses est prévu suite au témoignage. Vous pourrez envoyer vos questions via le volet questions-réponses qui est situé en bas de votre écran. Donc, utilisez bien le volet questions-réponses et non pas celui chat, parce que les questions ne peuvent pas être directes. Par ailleurs, sur le webinaire, une fiche 3 aux questions sera mise à disposition, ainsi que le support de présentation. Pour les questions qui auxquelles nous n'aurons pas répondu en direct, vous aurez les réponses dans cette fiche foire aux questions. Pour un confort de lecture, vous avez la possibilité de choisir l'option d'affichage mode côte à côte qui se situe en haut de votre écran. Enfin, nous vous rappelons que le webinaire est enregistré et sera diffusé via les sites internet du Prix Île-de-France. Alors, nous allons démarrer avec le webinaire qui est structuré en 2 temps. Tout d'abord, une présentation de l'emploi accompagné par le représentant de la Île-de-France. Une illustration de différents cas de mobilisation accompagnés à travers des images de référents qui accompagnent les personnes en situation de handicap et les entreprises au quotidien. Alors, ce matin, avec nous pour présenter l'emploi accompagné, Charlotte Faïs, de personnes en situation de handicap à la direction de l'autonomie de l'ARS. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci. Et Céline Noailles-de-Gors, en charge de l'animation du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés Directe Île-de-France. Bonjour Céline. Bonjour. Bon, bonjour à toutes les deux, merci d'être là. Et pour commencer, j'aimerais poser une question à Charlotte Faïs. Pourquoi avoir choisi de faire un focus sur l'emploi accompagné pendant la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées? Merci. Alors, en cette 24e semaine pour l'emploi des personnes handicapées, semaine qui inclut également le DUOD, je suis ravie d'ouvrir ce séminaire organisé par l'ensemble des partenaires du plan régional d'insertion des travailleurs en situation de handicap. Et très heureuse de vous compter parmi nous pour échanger sur l'insertion et sur le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Pour introduire cet événement et répondre à la question de Morgane, j'ai d'abord envie de poser une affirmation et de la partager avec vous. La personne en situation de handicap est un atout pour l'entreprise. C'est un atout et c'est une source d'innovation. Une innovation pour les managers qui travailleront avec elle, qui devront l'encadrer, lui donner des objectifs. C'est un atout pour les collaborateurs qui seront avec elle au quotidien et réfléchiront probablement autrement au fait de travailler ensemble. Un atout pour l'organisation du travail qui sera certainement impacté pour une personne, mais avec des bénéfices et des perspectives de qualité de vie au travail, probablement pour toutes. Et puis, également, un apport pour la qualité du travail réalisé, car oui, la qualité du travail augmente également quand on intègre une personne en situation de handicap à son équipe. Avant de vous parler plus particulièrement de l'emploi accompagné, je vais vous dire un mot du DUOD. Le DUOD est organisé cette semaine et c'est une journée dans l'année qui revient maintenant comme un temps que les personnes en situation de handicap attendent, certainement que les entreprises aussi attendent. C'est une journée et une opportunité formidable pour pouvoir permettre à une personne en situation de handicap de former un duo d'un jour avec une personne dans une entreprise publique, privée ou dans une association. Pour les personnes en situation de handicap, ça leur permet d'étoffer leur parcours professionnel et de découvrir de nouvelles perspectives. Le DUOD, on l'attend et on apprécie énormément cette journée, mais elle ne dure qu'une journée. En revanche, il y a un dispositif qui, lui, dure autant que la personne en situation de handicap en a besoin pour l'accompagner dans la concrétisation de ses aspirations vers
et dans l'emploi. Et ce dispositif, c'est l'emploi accompagné. Ce dispositif couvre l'ensemble de la région et bénéficie d'un maillage médico-social et institutionnel fort, permettant à une personne en situation de handicap et à son employeur de bénéficier d'un accompagnement au long cours. Il illustre parfaitement la volonté nationale, mais aussi régionale et territoriale de faire de l'inclusion une réalité permanente. Deux actions qui sont portées par le plan France Relance que je souhaiterais mettre en avant. La première, celle d'une aide au recrutement à hauteur de 4 000 € qui va être prolongée jusqu'au 30 juin 2021 et qui sera accessible à toutes les entreprises qui recruteront en CDI une personne en situation de handicap ou qui la recruteront sur un CDD d'au moins 3 mois. Et puis également une annonce que je ne peux que relayer car elle nous réjouit beaucoup en Île-de-France, mais pour toute la France, l'annonce de 15 millions d'euros entre 2021 et 2022 pour pouvoir développer encore ces dispositifs d'emploi accompagné et permettre d'accompagner simultanément près de 10 000 personnes en situation de handicap. Pour vous présenter davantage l'emploi accompagné et ce dispositif qui se concrétise en Île-de-France à travers 18 dispositifs que nous avons retenus avec les partenaires du PRIT et particulièrement avec l'AGFIP, la Directe et le FIPHP, je vous propose de regarder une courte vidéo. Merci beaucoup. L'emploi accompagné, de quoi parle-t-on? L'emploi accompagné est un nouveau dispositif d'accompagnement vers et dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Il s'inscrit en complément des services, aides et prestations existants et ne se substitue pas à eux. Il assure aux personnes handicapées et à leurs employeurs un soutien et un suivi souple, adapté à leurs besoins et mobilisable à tout moment. Il combine l'aide à l'insertion professionnelle et l'accompagnement médico-social et permet un suivi tout au long du parcours professionnel, sans limitation de durée, tant au bénéfice de la personne handicapée que de son employeur et du collectif de travail. Le dispositif d'emploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, qui orientera la personne vers une structure conventionnée. Qui est concerné? Les personnes handicapées dès l'âge de 16 ans, à la recherche d'un emploi en milieu ordinaire ou déjà en emploi, mais rencontrant des difficultés pour conserver leur poste. Et les travailleurs handicapés, issus d'établissements et services d'aide par le travail, ESAT. Comment ça marche? Un référent unique se charge de faire le lien entre la personne handicapée, les professionnels de santé ou du médico-social, les intervenants spécialisés dans l'accompagnement des personnes handicapées et l'employeur. Il peut aider la personne handicapée à trouver un emploi et à adapter son poste de travail, à faciliter son accès à la formation et à veiller à son évolution professionnelle. Il renseigne l'employeur et le conseille lors de toutes les étapes d'embauche et de maintien, en établissant un climat de confiance et propose des aménagements afin de favoriser une inclusion durable en milieu ordinaire de travail. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter votre MDPH ou un conseiller Cap Emploi, Pôle Emploi ou de la mission locale de votre département. Vous pouvez également vous renseigner auprès du dispositif Emploi accompagné de votre département en consultant l'annuaire des dispositifs conventionnés. Rendez-vous sur le site de l'AGFIP. Cette vidéo que vous pourrez retrouver sur le site de l'AGFIP présente les éléments clés de l'emploi accompagné. Pour compléter cette présentation et avant de passer au témoignage, Céline Noailles-de-Gors, vous êtes en charge de l'animation du PRIT, le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés en Île-de-France. Pouvez-vous nous donner quelques éléments de contexte et préciser les spécificités de mise en œuvre de l'emploi accompagné en Île-de-France? Absolument, merci Morgane. Oui, je vais revenir sur quelques éléments complémentaires à cette vidéo qui est très explicite, que nous venons de regarder ensemble. Alors, pour revenir sur en fait l'origine de ce dispositif emploi accompagné, qui a été porté par la loi Travail de 2016 ou 2016, et qui est basé
qui est basé sur le principe anglo-saxon du place and trade, qui consiste à privilégier la mise en situation de travail pour ensuite s'attacher à affiner l'adaptation à la mission par l'acquisition de compétences par des formations et qui va venir être complétée, être soutenue par donc le dispositif, par le référent emploi accompagné. Nous allons voir tout ceci ensuite. Alors, l'emploi accompagné, c'est un dispositif qui est déployé en Île-de-France comme sur l'ensemble du territoire national depuis début 2018. Il est une priorité de l'État qui bénéficie, comme vous l'a indiqué Charlotte à l'instant, d'un appui du plan de relance en effet levier. Alors, nous parlons bien d'un dispositif qui ne se substitue pas aux différentes aides et prestations existantes qui peuvent être aujourd'hui mobilisées pour l'emploi et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Il s'agit bien, au contraire, de faire jouer la complémentarité de l'ensemble de ces solutions avec donc les services, les aides et les prestations portées par le service public de l'emploi, Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales, les MDPH et les fonds AGFIP et FIPHFP. Alors, arrêtons-nous sur 5 spécificités de l'emploi accompagné. Comme la vidéo vous l'a indiqué, l'emploi accompagné table vraiment sur un double accompagnement, à la fois celui de la personne, mais également celui de l'employeur, ce dernier étant privé ou public. Sur un deuxième volet, cet emploi accompagné s'articule vraiment autour du référent emploi accompagné qui devient donc l'interlocuteur unique pour l'employeur et pour la personne. Il s'agit bien d'un accompagnement qui est un soutien en continu, sans limite de durée pour la personne et son employeur. La mission qui va être suivie par ce référent de l'emploi accompagné est bien de sécuriser le parcours de la personne vers l'emploi, mais également en phase d'emploi. En effet, même si la prise de poste est stabilisée, la personne et l'employeur peuvent toujours bénéficier de l'appui du référent en cas de difficultés ponctuelles ou de difficultés plus durables, et ce donc sans limitation de durée. Nous parlons bien là d'un accompagnement personnalisé et adapté aux besoins de la personne et de l'employeur. En effet, la personne pourra bénéficier de cet appui plus ou moins intense selon la phase dans laquelle il se trouve, selon les situations, le contexte. Le soutien pourra jouer tant au niveau donc de la définition du projet professionnel, des formations, des modalités de recherche d'emploi, de la préparation d'entretien ou des questions d'aménagement de poste. Pour l'employeur, il s'agira pour lui de sécuriser cette prise de poste et du maintien. On évoquera en particulier toutes les modalités de compensation, mais également la sensibilisation du collectif de travail. Enfin, et c'est là un aspect donc très important qui a déjà été évoqué, il s'agit bien d'un accompagnement faisant appel à une approche pluridisciplinaire, à la fois professionnelle et médico-sociale. Alors concrètement, ce sont les référents emploi accompagnés qui, par leurs compétences d'accompagnement, leur connaissance de l'entreprise, du handicap, des techniques de compensation, vont être cette cheville ouvrière de l'insertion professionnelle. Pour sécuriser la prise de poste et le maintien en emploi, ils vont pouvoir s'appuyer sur une équipe pluridisciplinaire du médico-social qui est mobilisable à tout moment, comme des professionnels de santé, psychothérapeutes, ergothérapeutes par exemple, ou professionnels du social, comme des assistantes sociales par exemple, pour aider à gérer certains actes administratifs ou autres difficultés périphériques. Enfin, comme nous l'avons évoqué également tout à l'heure, ils mobiliseront les services, aides et prestations du service public de l'emploi et des fonds AGFIP et FIP. À présent, voyons comment l'organisation s'est déroulée au niveau de l'Île-de-France. Alors, en Île-de-France comme en France, ce sont l'État, l'AGFIP
et le FIP, qui pilotent et financent entièrement ce dispositif, qui n'engendre ainsi aucun coût pour la personne et pour l'employeur. Les opérateurs de l'emploi accompagné ont été sélectionnés par un appel à candidature sur chaque région. En Île-de-France, 18 dispositifs sont en activité. Ils gèrent 855 parcours qui sont ainsi ouverts à des travailleurs handicapés de tout type de handicap. Nous allons pouvoir regarder la carte Île-de-France qui indique les différents opérateurs sur notre territoire. Au minimum 2 opérateurs couvrent chaque département, vous le voyez, sur du besoin. Et donc, vous pourrez constater par les couleurs que, en fait, le déploiement s'est fait progressivement depuis 2018. Et d'intérêt en entreprise, mais aussi dans des situations de maintien en emploi. Et pour illustrer ces différentes situations, en Paris, l'ADAPT dans les Hauts-de-Seine et en Saint-Denis. Abdel Senbel de la DAPT 92. Bonjour. Bonjour. Et Dominique Fernandez d'Iris Messidor 92. Bonjour et bonjour et bienvenue à tous. Donc vous avez tous les trois présenté un cas réel chacun dans lequel l'emploi accompagné a permis de débloquer une situation et de sécuriser l'intégration ou le maintien en emploi d'une personne. Alors bien sûr, les exemples que vous allez présenter ont été anonymisés, mais il s'agit bien de cas réels. Et à la fin de chacun de vos témoignages, les participants à ce webinaire pourront poser des questions ou partager leur expérience via le volet questions-réponses. Vous pourrez y répondre, donc les référents emploi y répondront directement, ou bien les coordinatrices de ces structures pourront y participer aussi à des compléments. Donc les coordinatrices qui sont présentes avec nous ce matin sont Sabine Funk, pour Paris et pour Iris Messidor. Bonjour. Bonjour. Merci. Et Sarah El Hilali, coordinatrice pour l'ADAPT 92. Votre micro est coupé, mais vous pourrez l'ouvrir tout à l'heure. On vous voit. Merci. Oui, alors, oui, bon. Oui, bonjour. Merci. Alors, pour commencer, le premier cas qui est présenté par Laura Blanchard, référente emploi accompagné pour Regain 75. Je vous laisse le présenter. Je vous donne la parole. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais effectivement vous présenter la situation de Baptiste. Donc, c'est un homme de 31 ans qui est célibataire et qui vit chez ses parents. Il est porteur d'un handicap visible, donc d'une trisomie 12. C'est en fait un syndrome rare qui peut se manifester sous différentes formes. En tout cas, lui, Baptiste, a rencontré un retard de croissance et de développement, ainsi que des difficultés de dextérité. Donc, du fait de son handicap visible, il a subi de nombreuses moqueries dans son enfance, qu'il a vécu comme un traumatisme. Et donc, voilà, Baptiste, c'est quelqu'un qui est sensible et pour qui il est difficile de gérer ses émotions. Alors, malgré son handicap, il a suivi une scolarité classique. Il a obtenu un bac, puis une licence et un master 1 géographie option environnement. Et donc, c'est justement l'étude de l'environnement qui a en fait éveillé en lui l'intérêt pour la viticulture et l'œnologie. Donc, en 2015, il s'est orienté vers l'école du vin et donc il a obtenu un certificat de niveau 2 dans le domaine de l'œnologie. Et les 2 années suivantes, il a obtenu un BTS technico-commercial en vin et spiritueux.
Alors, dans le cadre de ses études, Baptiste a pu réaliser plusieurs stages qui lui ont vraiment permis de confirmer son projet professionnel. Alors, comment il nous a été orienté? Donc, je parlais tout à l'heure de difficultés pour Baptiste à gérer ses émotions. Pour travailler à ce niveau-là, en fait, il a suivi une psychothérapie à l'hôpital Sainte-Anne. Et c'est donc l'hôpital Sainte-Anne qui l'a orienté vers notre dispositif en mars 2019. Alors, à son arrivée, en dehors des stages, dans le cadre de ses études, il n'avait pas d'expérience professionnelle. Donc, on a travaillé ensuite sa lettre de motivation. Il avait du mal à mettre en valeur et puis à démontrer sa motivation et ses compétences à travers des mots. Donc, on a dû travailler à ce niveau-là. Pour les candidatures, donc du fait de son manque d'expérience, j'avais plutôt préconisé un temps partiel pour commencer et puis un poste où il ne serait pas seul gérant d'un magasin pour ne pas être en difficulté. L'idée étant qu'il puisse ensuite monter en compétences. Alors, il a postulé à plusieurs offres, il a obtenu des entretiens. Des grandes enseignes du vin l'ont soumis à des tests à distance, d'abord sur ses connaissances, donc auxquels il a répondu brillamment. Il a par exemple eu un résultat de 98% de bonnes réponses à un des tests, donc il a vraiment de très très bonnes connaissances. Par contre, c'est lors des entretiens individuels face au RH que c'était un peu plus compliqué. Ça n'a jamais pu aboutir à une embauche, malgré tout le travail de préparation qu'on avait pu faire en amont. Donc, des simulations d'entretien, comment aborder le sujet du handicap et notamment des aménagements qui étaient nécessaires sur le poste. Donc là, pour Baptiste, c'était un temps partiel, un travail en binôme pour commencer et puis pas de port de charge lourde. Donc, qu'est-ce qui pouvait freiner? C'était, je pense, principalement le manque d'autonomie et le fait de ne pas pouvoir gérer seul un magasin. C'était une des conditions qui était assez présente sur les annonces. Et puis peut-être aussi son handicap visible qui pouvait être un frein dans un domaine comme la vente. Donc, fin 2019, donc toujours pas de poste. Et avec les fêtes de fin d'année qui approchaient, là, on s'est dit qu'on allait solliciter un stage pour être en soutien d'un gérant durant justement ces périodes de forte affluence et surtout pour que Baptiste puisse avoir de l'expérience. Donc, ça a pu se mettre en place dans une des enseignes au sein de laquelle il avait déjà effectué un stage. Alors, j'ai pu l'accompagner sur le terrain pour faciliter la prise de poste. J'ai pu aussi me mettre en lien très régulièrement avec le gérant. Mais à la fin de la deuxième semaine, donc à la fin du stage, finalement, il y a eu une tension entre Baptiste et entre le gérant. Ça s'est manifesté par une bousculade. En fait, ça a été compliqué pour Baptiste de faire face à une remarque que lui avait adressée le gérant. Et voilà, donc là, on est encore une fois dans la difficulté à gérer les émotions. Alors, j'ai pu me rendre sur place et intervenir très rapidement pour éclaircir la situation. Et puis, d'un commun accord, on a mis fin au stage. Alors, ça a été difficile pour Baptiste, qu'il a vécu comme un échec au début. J'ai fait le lien avec le docteur qui l'accompagnait sur Sainte-Anne. On a mis, nous, l'accompagnement en suspens et ça a permis à Baptiste de prendre du recul et puis de tirer finalement des conclusions positives de cette expérience. On s'est ensuite revu donc fin janvier, début février 2020. On a pu reprendre les entretiens et là, on a décidé de directement se rendre dans les magasins pour déposer des CV. Ça n'a pas réellement payé, mais on a quand même pu obtenir les coordonnées d'une chargée de recrutement d'une grande enseigne de caviste. Donc, j'ai pu me mettre en lien avec elle et puis je lui ai finalement suggéré que Baptiste puisse intervenir en renfort dans les différents magasins quand il y avait un besoin, donc par exemple en cas de congé d'un salarié, en cas d'arrêt maladie ou pendant une période de rush. Alors, la chargée de recrutement a été très réceptive en me disant qu'effectivement, il pourrait y avoir des besoins à ce niveau-là. Et donc, elle a proposé un entretien à Baptiste auquel j'ai pu participer. Ça a été très concluant puisque un CDI lui a été proposé, donc avec un temps partiel, 20 heures par semaine et sur 3 magasins différents. Donc là, pour venir en renfort des gérants. Malheureusement, donc là, le premier confinement a été annoncé juste à cette période. Et puis voilà, les magasins étant fermés, la prise de poste a été repoussée. Ensuite est arrivé le déconfinement. Donc l'enseigne a revu un peu son organisation et a proposé à Baptiste le même contrat, mais pour intervenir sur un seul magasin, donc ce qui n'était pas plus mal finalement. Donc pour ça, Baptiste a une formation dans un magasin école où sont formés en fait les nouveaux salariés.
Ça a duré une semaine, donc c'était tout récent, c'était entre le 2 et le 6 novembre. J'ai pu me rendre sur place, j'ai pu échanger avec le CABIS formateur. Les retours ont été positifs. Ça a permis là, à Baptiste d'être formé sur les tâches qu'il allait être amené à effectuer. Donc, ouverture de magasin, mise en route de la caisse, gestion du logiciel, des tâches aussi de comptabilité, etc. La semaine suivante, donc c'était la semaine dernière, Baptiste a pris son poste au sein du magasin dans lequel il avait été positionné. Je me suis également rendue sur place pour échanger avec la gérante du magasin. Quand je suis arrivée, elle avait laissé Baptiste gérer l'ouverture et le lancement de la caisse, donc ça s'était très bien passé. J'ai pu apporter des clés à la gérante aussi sur la manière de travailler avec Baptiste, donc des clés qu'on avait finalement pu mettre en évidence suite au précédent stage. Donc, on a justement abordé le sujet de la gestion des émotions et donc le besoin pour Baptiste de pouvoir souffler 5-10 minutes en arrière-boutique quand il sentait que les émotions pouvaient prendre le dessus. Et aussi la nécessité de mettre en place des points vraiment formels, surtout au début, pour faire le point sur les qualités de Baptiste, mais aussi sur les axes d'amélioration et que voilà, ça puisse être fait vraiment de manière posée. Avec la gérante, on a aussi organisé des bilans, donc 2 fois par mois pour commencer et puis 1 fois par mois ensuite, avec l'idée de vraiment pouvoir être très présent lors de la prise de poste et après d'écarter les visites. En dehors de ça, donc voilà, l'idée c'est d'accompagner les personnes, mais aussi les responsables, enfin les entreprises qui peuvent parfois avoir des questionnements. Donc en dehors des temps prévus, on insiste sur le fait qu'on est disponible par téléphone, par SMS, par mail et aussi on peut intervenir physiquement dans l'entreprise quand il y a un besoin, toujours là pour favoriser l'intégration de la personne au sein de l'entreprise. Voilà. Merci Laura pour cette présentation. Alors, nous avons quelques questions qui sont en train d'arriver. J'aimerais commencer par peut-être une première question que certains employeurs se posent peut-être. Vous avez évoqué une situation de conflit au cours du premier stage de Baptiste. Est-ce que ces situations arrivent fréquemment? Est-ce que ce sont des cas de figure que vous rencontrez et comment vous réagissez? Alors non, c'est très rare d'ailleurs ces cas de violence. C'est la seule qu'on ait pu connaître sur Regain et sur Iris d'ailleurs. Après, l'idée de vous présenter cette situation, c'était aussi de montrer comment elle pouvait être gérée. Donc ça arrive effectivement d'ailleurs même dans des situations de non-handicap. En tout cas, dans le cas de Baptiste, le gérant a eu une très bonne réaction. Il a d'abord isolé Baptiste et puis il l'a laissé repartir une fois que c'était apaisé. Donc là, on avait décidé de mettre fin au stage parce que c'était la fin, mais ça peut aussi arriver dans le cas d'un CDI ou d'un CDD. Et dans ce cas, l'intérêt du dispositif d'emploi accompagné, c'est ça a été dit un peu au début, c'est qu'on va vraiment pouvoir faire du lien donc entre la personne déjà concernée, entre l'entreprise, donc les responsables, les collègues quand il y a un besoin, et aussi avec l'équipe de soins, puisqu'on est très lié aussi avec les équipes de soins. Dans le cas de Baptiste, j'avais aussi par exemple fait le lien avec la famille. La maman de Baptiste était un peu démunie. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir faire du lien entre tous ces acteurs et puis ça permet aussi finalement de mettre en lien des aménagements de poste qui vont être à mettre en place par la suite. Donc là, Baptiste, c'était qu'il puisse être autorisé et s'autoriser à s'isoler et puis de mettre en place vraiment des points très, très réguliers pour ensuite mieux rebondir finalement. D'accord, merci. Donc vous avez mis en évidence un accompagnement de long terme avec vous en tant que référente unique, finalement, qui accompagnait Baptiste non seulement dans un stage auprès d'une entreprise, mais au cours de plusieurs stages et de plusieurs expériences, ce qui vous permet de trouver ce que vous avez appelé les clés, de mettre en évidence les clés pour pouvoir donner ces clés, donc ces informations aux employeurs, enfin en tout cas à la gérante là
l'entreprise dans laquelle Baptiste travaille actuellement. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a toujours un référent unique qui accompagne les personnes? Et est-ce que pour les entreprises, il y a aussi un seul et même interlocuteur tout au long du parcours? Oui, on est bien identifié auprès des entreprises comme étant l'interlocuteur, malgré qu'on soit plusieurs conseillers en emploi accompagné dans le dispositif, on a vraiment la référence d'une personne. Ça permet de simplifier les échanges et voilà, de bien être identifié. Après, pour les situations, on échange pendant des réunions, mais vraiment, voilà, on est effectivement les seuls. Il y a vraiment un interlocuteur unique. Ouais. D'accord, merci. Et peut-être une dernière question. Avant de passer au second cas, nous ne pourrons pas prendre toutes les questions, mais elles seront toutes rassemblées dans un document foire aux questions qui sera diffusé après le webinaire. Une dernière question peut-être au sujet de cette présentation. Quel est le coût pour l'employeur de cet accompagnement? Le coût, il est finalement gratuit parce qu'on est financé par l'État, par la GFIP et puis par le FIP. Donc, c'est gratuit pour les personnes accompagnées et pour les entreprises. Et effectivement, c'est une question qui revient régulièrement de la part des entreprises. Donc, c'est bien de pouvoir le préciser. D'accord. Merci beaucoup. Merci Laura pour cette présentation. Je vais laisser la parole à nos deux deuxièmes intervenants, Abdel Senbel de la DAF 92 qui va présenter un cas en duo avec Sarah El Hilali, neuropsychologue et coordinatrice pour la DAF 92. Je vous laisse présenter l'exemple que vous souhaitez, l'illustration que vous souhaitez présenter ça. Oui, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, avec mon collègue Abdel Senbel, on va vous parler de la situation d'Alain. Donc Alain, c'est un jeune homme de 26 ans qui est rentré dans le dispositif en août 2018. Alors lui, il a été orienté par la maison départementale des personnes en situation de handicap et il a un trouble du spectre autistique. Donc c'est un trouble neurodéveloppemental qui se traduit vraiment d'une façon différente d'une personne à l'autre. Alors, je l'ai reçu dans le cadre de son accompagnement pour faire un entretien d'anamnèse. Donc, c'est un entretien pour faire connaissance. Et par la suite, on a fait un bilan neuropsychologique. Donc, c'est un ensemble d'exercices qui permet de mieux connaître la personne et d'explorer toute la sphère comportementale, émotionnelle et cognitive, notamment tout ce qui est capacité de concentration, attention, mémoire, organisation visuospatiale. Tous ces éléments-là nous permettent, moi, donc de sensibiliser les collègues sur les capacités de Alain et sur ses limites, donc ce qu'il peut faire, ce qu'il peut ne pas faire. Et ça leur permet à eux d'avoir des éléments pour mieux l'accompagner dans sa recherche d'emploi, pour la construction de son projet professionnel. Et une fois qu'il est en emploi, donc pour la sécurisation du parcours professionnel. Donc Alain, c'est quelqu'un d'anxieux qui a tendance à se dévaloriser, qui peut tomber rapidement dans le pessimisme, qui peut avoir un manque de confiance en lui. Et parfois, ces troubles cognitifs, ils peuvent l'amener à avoir des décrochages attentionnels, à avoir une communication qui n'est pas souvent adaptée. Par exemple, quand il a des tâches qui sont complexes sur son poste de travail, il peut avoir des difficultés de compréhension, d'organisation ou de gestion de plusieurs informations en même temps. Donc ça nécessite un travail sur la compréhension des consignes qui peut être fait et qui est fait par l'ergothérapeute. Une fois que ces consignes, par exemple, elles sont bien maîtrisées sur le poste de travail, Alain, il s'est senti plus à l'aise, il s'adapte plus rapidement aux tâches de travail, il est plus
plus productif et plus à l'aise. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'être assuré, d'autant plus qu'il peut avoir une anxiété de performance qui peut être complètement paralysante et qui peut l'amener à fuir dans une sorte de rumination à tendance plutôt à consonance négative. Donc, ça le décourage. Ce que je fais, moi, c'est que en tant que psychologue, je vais lui proposer des séances de soutien psychologique. Donc, c'est plutôt des séances de soutien qui sont ponctuelles. Alors là, c'est à la demande du référent emploi qui va détecter un besoin, qui va repérer un besoin, comme c'est la personne qui est le plus en lien avec la personne accompagnée et l'employeur. Soit parce que voilà, il va avoir des difficultés au niveau de la gestion du stress ou qu'il va vivre des moments d'angoisse. Donc, on va essayer de désamorcer ça. Je peux intervenir aussi si, alors soit à la demande d'Alain ou encore une fois si c'est le référent emploi qui repère ce besoin-là, quand Alain il vit une situation par exemple familiale qui est compliquée et qui va avoir une répercussion sur sa motivation, sur sa vie professionnelle, d'autant plus que voilà son humeur elle joue beaucoup sur sa capacité à entreprendre une action ou à la poursuivre. Donc c'est vraiment un travail de soutien psychologique et de réassurance, de revalorisation. Je suis amenée aussi à faire des points plutôt ponctuels avec les professionnels de santé qui le suivent à l'extérieur. Il y a aussi, par ailleurs, la référente sociale qui travaille avec lui sur la question du logement, donc du foyer, pour la recherche de foyer. Et donc, l'ergothérapeute, dont mon collègue Abdel va parler. Donc je passe la parole à mon collègue Abdel Sembel qui va plutôt parler de la partie vraiment référence emploi et donc accompagnement vers et dans l'emploi. Bonjour, moi quand j'ai commencé l'accompagnement d'Alain, il avait un CAP en ébénisterie et il avait fait un stage dans une entreprise de restauration de meubles anciens. Mais cette expérience-là, il était gêné par la poussière et beaucoup de bruit des machines. Donc, on a retravaillé le projet professionnel à partir de ses activités de loisirs, notamment le dessin. Et du coup, on a essayé de trouver un premier stage de découverte en reprographie. Et comme il avait apprécié ce métier-là, on a recherché un deuxième stage pour confirmer ce métier-là. Dans une grande entreprise avec d'autres facettes au niveau du métier. On a eu une occasion ensuite, en recherchant des offres d'emploi, on est rentré en communication avec une entreprise qui fait du facility management avec des entreprises. Et donc, j'ai accompagné Alain au premier entretien. Cet entretien s'est passé en 2 temps. Dans un premier temps, il a dû présenter son parcours, ses motivations. Et dans un deuxième temps, il a été présenté à l'équipe avec laquelle il allait travailler. Je l'ai accompagné dans le premier jour, justement pour m'assurer qu'il acquiert bien le process et les tâches qui lui incombent. Ensuite, il y a eu une formation intensive de 2 jours pendant laquelle, en tout cas, Alain s'est retrouvé un peu, d'une certaine manière, en difficulté parce qu'il avait trop d'informations à la fois. L'entreprise m'a fait appel, donc je suis intervenu et on a trouvé une solution pour aménager le temps de travail. Et en fait, on a échelonné les activités concernant ce poste de travail. Dans un deuxième temps, j'ai fait appel à ma collègue Ergo, qui a travaillé avec lui sur tout ce qui est gestes et postures, et aussi travailler sur
sur une autre façon de trouver des solutions d'organisation. Donc, l'entreprise m'a sollicité encore pour intervenir plus ou moins régulièrement en fonction des situations qu'ils pouvaient rencontrer. Et la dernière fois, l'entreprise m'a sollicité pour assister à l'entretien d'embauche, à l'entretien annuel en fait, pour faire un point sur ce qu'il avait accompli et les objectifs pour l'année prochaine. Voilà. J'ai parlé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce parcours que vous nous avez présenté. Et peut-être si on peut revenir sur la phase d'intégration qui apparaît dans votre exemple comme une phase vraiment importante de l'accès à l'emploi, de l'intégration d'entreprise. Et vous avez mis en place pendant cette période des accompagnements que vous avez présentés, accompagnement de la personne et accompagnement de l'entreprise. Est-ce que ce travail que vous avez fait, cet accompagnement, a eu des effets sur les pratiques de l'entreprise de façon générale? Oui, justement, lors de cet entretien annuel, j'ai appris que l'entreprise avait effectué des modifications sur le livret d'accueil et un autre sur un autre fascicule de procédure avec des pictogrammes et des images, ce qui rendait la tâche de la compréhension et les acquisitions beaucoup plus facilement. Merci. Merci. Alors, des questions diverses arrivent. Une question qui rejoint la question précédente concernant le coût. Une personne demande, la gratuité s'applique-t-elle également aux entreprises sous accord agréé? Donc, en fait, c'est un dispositif qui n'est pas gratuit, mais dont les coûts sont financés. Donc, il n'y a pas de coût pour l'entreprise à recevoir cet accompagnement. Est-ce qu'elle s'applique aux entreprises sous accord agréé? Est-ce que... Oui, absolument. Ce dispositif couvre l'ensemble des employeurs, privés, publics, et dans les privés, également les entreprises sous accord agréé. D'accord. Merci. Et une autre question qui concerne l'éligibilité. Est-ce que les personnes accompagnées doivent vivre dans le même département de la structure accompagnante? Je crois que Dominique Fernandez vous souhaitiez répondre à cette question? Oui, j'ai répondu en disant que la personne, comme c'est une prescription MDPH, la personne, elle envoie le dossier à sa MDPH du département qui la renvoie sur un dispositif du même département, en fait. Donc, c'est sectorisé. D'accord. Merci. Et pardon, quelqu'un voulait prendre la parole? Non. Alors, et peut-être une dernière question avant d'entendre l'exemple, le troisième exemple. Une autre question très pratique. Quelle est la durée de l'accompagnement? Cette durée peut-elle être reconduite par la MDPH? Je vais répondre. Oui, effectivement, l'accompagnement peut tout à fait se prolonger. Il faut passer par la MDPH pour avoir un prolongement au niveau du dispositif emploi accompagné. Ça se renouvelle avec la MDPH. D'accord. Pardon, une petite précision quand même. Par définition, à partir du moment où la MDPH a donné son accord, l'accompagnement est bien sans limite de durée. Ce n'est que si, à un moment donné, la personne sort par sa propre volonté du dispositif que l'on repasse par une orientation MDPH. Mais il n'y a bien aucune limite de durée à partir du moment où la personne rentre dans le dispositif.
Oui, on a juste une démarche administrative à faire au niveau des MDPH. Mais après, effectivement, c'est un dispositif sans limite de durée, avec une dimension administrative dont il faut tenir compte. Voilà. D'accord. Merci. Alors, si vous le voulez bien, nous pouvons poursuivre notre présentation des cas pour illustrer la mobilisation de l'emploi accompagné. C'est une présentation par Dominique Fernandez de la structure Iris Messidor. Vous êtes référent emploi accompagné. Je vous laisse présenter. Tout à fait, merci. Le cas que vous avez choisi, merci. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter le cas d'une dame de 36 ans qui s'appelle Agnès. Elle a un handicap psy qui se caractérise notamment par un peu de paranoïa et pas mal d'angoisse. Pour son tableau, elle a été envoyée par le Pôle emploi, donc c'était en 2016, alors c'était avant le décret. Et en termes scolaires, elle a un BEP secrétariat, donc c'est les nouveaux niveau 3 en chiffres arabes. Donc, je vais rapidement resituer son parcours professionnel. Donc, à la suite de son BEP secrétariat, elle a essayé de faire le niveau supérieur qui est le bac pro. Elle n'a malheureusement pas réussi. Et du coup, donc là, on est en 2003, 2004, elle l'essaye, elle ne réussit pas. Et elle est orientée en ESAT en 2005. Elle en sortira en 2016 avec en sortie positive, elle était en CDI. Et en fait, rapidement, elle perd cet emploi. Sans appui de l'ESAT, elle finit par perdre l'emploi. Vu qu'elle rentre dans le milieu ordinaire, l'ESAT ne l'accompagne plus. Et donc, elle se retrouve à Pôle emploi et elle est orientée en 2017 chez nous, donc dans le dispositif emploi accompagné. Donc, à la suite on va rapidement passer sur l'accompagnement, puisque de toute façon, il est très court. En fait, on a, après identification des compétences transversales et de ses motivations, on va établir un projet professionnel. Alors, il s'avère que dans le même temps, j'étais en contact avec une entreprise partenaire et il y a eu un poste qui s'est libéré et j'ai proposé le profil d'Agnès à l'entreprise. Donc, c'est une entreprise de restauration rapide. Et donc, comme je connaissais déjà un peu l'environnement, elle a été directement reçue, il n'y a même pas eu besoin de CV, elle a été reçue et puis on a pu négocier en fait un poste vraiment sur mesure. Je vais vous détailler un petit peu ce qu'on a fait. Voilà. Et donc ça, c'était à l'été 2017, donc en fait, on a mis moins de 6 mois pour trouver un travail. C'était extrêmement rapide. Voilà. Donc, on a négocié en fait un poste, donc c'est en CDI, 15 heures. On a pris en compte sa fatigabilité et on voulait essayer un volume horaire qui était faible pour commencer, pour ne pas prendre trop de risques. Et le poste vraiment sur mesure. En fait, quand vous signez un contrat d'employé polyvalent en restauration, vous allez faire aussi bien la cuisine, les préparations, que la caisse, que le drive, que le nettoyage. Et donc, nous, ce qu'on s'était dit, c'était qu'il y avait des postes qu'on ne ferait pas tout de suite, parce qu'Agnès, elle n'était pas forcément prête, et qu'on voulait se concentrer vraiment sur l'intégration dans le collectif de travail. Il y a un gros travail là-dessus. Voilà, Agnès, c'est pas une personne qui est facile tous les jours, et du coup, vous voulez que ça se passe très bien. Alors du coup, on a dit, Agnès, elle avait fait quoi, les ESAT, elle a fait pas mal de nettoyage, donc on va lui confier cette tâche-là dans un premier temps, pour ensuite aller vers une évolution professionnelle, dans un second temps, après l'intégration. Alors là, je vais vous décrire, donc le contrat a été signé et voilà, le maintien en emploi se met en place. Je vais vous donner quelques interventions qu'on a pu faire. Alors, il y a beaucoup d'interventions pour gérer les crises d'angoisse. Je vous ai dit qu'elle était angoissée. Alors, c'est de deux manières. Donc, ça pouvait être soit on va dire, petite crise gérable au téléphone, soit elle m'a appelé directement, dit, oh, Dominique, là, je me sens pas bien, j'ai une crise parce que telle ou telle chose. Alors, ça pouvait être le client qui l'a regardé soi-disant pas bien ou qui faisait exprès soi-disant de salir les tables plus que nécessaire ou les toilettes. On me disait, ah, les clients, ils font exprès de salir, je suis sûr que chez eux, ils salissent pas et ils me voient, alors ils se disent que je suis handicapé, ils font exprès. Non, Agnès, ils font pas exprès. Il y a des gens qui sont dehors et qui,
voilà, ça les intéresse pas plus que ça, mais c'est pas contre toi, ils connaissent pas. Voilà, on essaie de tout dédramatiser en fait. Ou des interventions un peu plus où là, c'était carrément la direction qui m'appelait, elle me dit oui, Dominique, on a un problème, Agnès, elle est enfermée dans les toilettes, elle pleure, elle veut pas parler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et en fonction de l'intensité, je pouvais me déplacer ou pas. Voilà, ça m'est arrivé de me déplacer régulièrement pour ça. À chaque fois que j'y allais, on a des rendez-vous ponctuels aussi. À chaque fois qu'on se déplace, j'essaie de faire de la sensibilisation collective de travail. Alors, c'était pas quelque chose de formel dans une salle où on prend tout le personnel et pendant 1 heure, on explique un petit peu les caractéristiques. On ne pouvait pas faire ça parce que dans un restaurant, on ne pouvait pas bloquer pendant 1 heure le personnel. Donc, c'était du sensibilisation au compte-gouttes en fonction des managers que j'avais. Ils ont une plage horaire d'ouverture qui est assez grande, à peu près c'est de 10h à genre 3h du matin. Donc, en fait, ils ont 8 managers. À chaque fois que j'y allais, j'avais toujours un manager différent. Donc, j'avais l'impression de répéter. Enfin, c'était pas l'impression, je répétais à chaque fois la même chose. Et du coup, j'ai dû plus ou moins sensibiliser, pas un par un, mais presque l'équipe de travail. Et puis, alors, on a, dans la restauration rapide, on a une population qui est quand même peu au courant, très néophyte du champ du handicap. Et donc, on a fait, parfois j'ai eu des remarques vraiment qui allaient des croyances ésotériques où Agnès avait été maraboutée et qu'elle devait faire des choses, voler de l'encens ou je sais pas trop quoi, pour enlever la maladie. Alors, vraiment, il faut resituer, dire non, c'est une maladie, c'est un traitement, elle est comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas du tout de la magie, quoi. Je veux dire, elle prend un traitement, il faut juste être un peu patient, quoi. Voilà, on a des interventions de cet ordre-là. Il y a une fois, là, j'ai un peu de temps, une fois, j'ai été appelée parce qu'elle avait été accusée de vol. En fait, il y avait une cliente qui avait laissé son sac sur la table. Agnès a vu le sac, elle a suivi exactement la procédure, qui est de prendre le sac et de le mettre dans le bureau du directeur. Or, à la restitution, ils se sont aperçus qu'il manquait des bijoux. Donc, elle a été accusée de vol. J'y suis allé en catastrophe. Quand je suis arrivé, il y avait la police. Elle voulait parler à personne sauf à moi. Du coup, j'ai pu désamorcer, aider la police à prendre la déposition. On a regardé les caméras et au final, il s'avérait que c'était pas elle du tout qui avait volé. Et puis, ça s'est bien fini, mais voilà, c'était une très grosse stress, très grosse crise. Elle voulait tout arrêter, elle voulait se mettre en panne en fait, elle voulait démissionner à cause de ça. Donc, bon, on peut comprendre. Voilà. Et donc là, je vous ai parlé de l'évolution professionnelle. Donc là, ça fait 4 ans qu'Agnès est dans ce poste, elle y est encore. Donc au bout de quelques temps, elle a commencé à émettre une volonté d'évolution. Et en fait, elle disait, je veux être comme tout le monde, j'ai signé un contrat employé polyvalente, je veux faire exactement la même chose que tout le monde. Et donc progressivement, en fait, en collaboration avec les équipes, les managers et le directeur notamment, on a commencé à introduire des tâches. Donc elle a commencé par faire les frites, c'est un poste de frire les frites. Elle a commencé aussi à faire les hamburgers, donc c'est le montage des hamburgers, mais là on est tombé sur quelque chose de difficile parce qu'il faut retenir les recettes, il y a une question de productivité derrière qu'elle n'a pas réussi à tenir, donc on a arrêté. Et il y a quelque chose qu'ils appellent dans ce restaurant qui s'appelle le pack, donc c'est la mise en boîte en fait des hamburgers et les donner à la caisse. À la caisse, elle ne veut pas le faire, elle ne peut pas, la relation avec le client c'est trop difficile, elle a dit tout de suite que c'était pas possible. Et donc voilà, donc on évolue, elle va finir par faire quasi tout. On prend quand même sa volonté en compte, mais voilà, c'est quelque chose qu'on travaille. On a commencé par la changer de poste quand il n'y avait pas beaucoup de gens. Donc, c'est un truc qu'on a demandé. Voilà, par exemple, de faire les frites ou le pack quand c'était pas le rush pour qu'elle puisse apprendre, en fait. Et au lieu de mettre, on va dire, l'attente globale, enfin, l'attente sur un employé polyvalent sans difficulté, on va dire, c'est au bout d'1 semaine, et c'est à peu près tout faire. Là, on a mis 6 mois pour être prête à faire les différentes tâches et à être opérationnelle. Donc, ça se travaille et c'est quelque chose que l'entreprise a été OK pour mettre en place, quoi. Voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que j'ai pu faire. Moi, j'aurais plein d'autres choses à vous raconter, mais je ne peux pas pousser le temps. Voilà. Poser des questions, du coup. Merci beaucoup, Dominique. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont arrivées.
Et je vais tout de suite vous poser la première question qui est finalement, là, vous avez parlé de sensibilisation du collectif. Quelle a été la réaction des autres employés de cette entreprise, et en particulier des autres agents polyvalents, quand ils ont constaté que des aménagements étaient proposés à Agnès, qu'elle avait peut-être plus du temps lui était consacré? Comment ont-ils réagi? Est-ce qu'ils ont compris la raison de ces aménagements? Ils ont compris parce que les gens, quand même, il y a une certaine intelligence des salariés. Je veux dire, ils se rendent bien compte que la situation, alors les avantages entre guillemets accordés à Agnès sont là parce qu'il y a une raison. Et donc si vous voulez ces avantages, d'un côté, vous voulez le handicap. Et les gens ne veulent pas, en fait. Et du coup, ils se disent, bon, elle a ces avantages-là parce qu'elle a une problématique. Il n'y a pas de jalousie à avoir. Ça se passe toujours très bien, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, ça peut servir, il y a eu un exemple dans le cas d'Agnès où ça a servi à tout le monde parce qu'au début, donc, les salariés souvent prenaient la pause en salle ou en cuisine ou allaient discuter. Agnès, elle ne voulait pas faire ça, elle ne voulait pas se retrouver en salle avec les clients et du coup, elle avait demandé à accéder à la salle de pause qui est en libre service pour les employés et on est tombé sur un manager qui ne voulait pas. Il disait non, tu perds ton temps à aller en salle, il fallait monter et descendre, voilà, il ne voulait pas. Et du coup, je suis allé régler la situation et en fait, on a fait... il y a une note de service en fait qui est parue à la suite de ça, et donc tout le monde maintenant c'était écrit que tout le monde avait le droit à la salle en pause, que c'était pas et que les clés étaient disponibles. Donc ça a servi à tout le monde. Donc là au final tout le monde était bien content que je puisse intervenir, régler la situation pour Agnès, tout le monde en a bénéficié. Sinon il n'y a pas de jalousie. Les gens comprennent en fait, ils comprennent que c'est parce qu'il y a une difficulté en fait. Oui, ça passe par les actions de sensibilisation aussi. D'accord, merci. Alors, une question qui est peut-être, qui s'adresse peut-être plus à Sabine Funk, la coordinatrice de la structure. Est-ce que l'emploi accompagné est réservé au bas niveau de qualification? Alors non, le handicap, il touche toutes les classes sociales et tous les niveaux de formation. Par exemple, sur Regain, nous accueillons plus de 50% des personnes que nous accompagnons ont par exemple un bac +3. Donc, au niveau des dispositifs, de manière globale, là je parle pour Iris et Regain, mais c'est la même chose pour les autres dispositifs. On accompagne aussi bien des agents techniques polyvalents dans les espaces verts ou dans le nettoyage que des ingénieurs informatiques, des cavistes, des employés agents administratifs, des employés libre-service, des web designers, des community managers, des architectes. Et voilà, donc tout ça pour dire que nous avons un éventail de profils très très large. Et à chaque fois, le conseiller en emploi accompagné va s'adapter aux différents profils qu'il va rencontrer. Il s'adapte aux compétences professionnelles et aussi aux compétences transversales de la personne qui l'accompagne. Donc non, on a le handicap, tous les niveaux de formation sont concernés et toutes les classes sociales. Merci. Alors, deux questions qui se rejoignent concernant les entreprises accueillantes, de candidats à l'emploi accompagné. Comment entrent-elles en contact avec les structures? Comment peuvent-elles manifester leur souhait, leur volonté d'accueil? Est-ce que les coordinatrices souhaiteraient répondre, ou peut-être c'est le mot de gorge? J'ai pas bien entendu en fait. Oui. Par quel biais les entreprises accueillantes des candidats à l'emploi accompagné entrent-elles en contact avec les structures porteuses du dispositif? Écoutez, c'est vrai qu'ils ne nous connaissent pas très bien aujourd'hui. Il y a un annuaire qui existe au niveau de l'ensemble des dispositifs d'emploi accompagné. C'est vrai qu'il faut aller trouver nos coordonnées sur le net. Et on peut également passer par le biais du collectif France Emploi Accompagné, qui est le collectif qui représente l'ensemble des dispositifs d'emploi accompagné, le CFEA. Pour compléter, les coordonnées des opérateurs sont toutes en ligne, en disposition sur le site du PRITH Île-de-France, sur le guide du maintien de l'emploi accompagné qui est également à votre disposition sur le site PRITH, et je pense qu'ils sont aussi sur le site de l'ARS. On donnera confirmation de cela.
Oui, bonjour à tous. Et l'ensemble de ces liens vous sont rappelés justement dans le PowerPoint, mais on le reprendra dans les questions-réponses également. Morgane, on ne vous entend pas, le micro, vous êtes mute. Merci, merci. Je souhaitais simplement remercier tous nos intervenants pour ces présentations de l'emploi accompagné. Merci aussi aux participants d'avoir suivi ce webinaire et contribué par toutes vos questions et vos témoignages. Les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre en direct, nous y répondrons dans la fiche foire aux questions qui vous sera transmise, ainsi que les supports de présentation et les liens vers les sites ressources. Et puis, un court questionnaire de satisfaction en ligne auquel nous vous invitons à répondre. Ça vous prendra quelques minutes, mais ça vous permettra d'améliorer les futurs événements à destination des employeurs. Voilà. Nous vous remercions et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.